passer à l'orateur suivant. Merci, je te laisse Oui, présenter Mathias. bonjour Mathias, merci Bonjour. d'être présent. C'est toujours un grand plaisir de te voir et de travailler avec toi. Donc Mathias Rossignol est médecin anesthésiste réanimateur à la maternité et à l'hôpital Lariboisière. Il est un grand spécialiste de l'hémorragie de la délivrance et il nous fait le plaisir chaque année de venir nous présenter les avancées et surtout la prise en charge de ces patientes, souvent dans le postpartum. En tout cas, on le remercie beaucoup et Mathias, la parole est à toi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Très bien. on Très t'entend. bien, c'est comme j'ai un nouveau casque, je ne suis pas sûr que ça marche. Et tu peux Alors, je partage partager mon ton écran. écran facilement Ouais. normalement. Normalement, ça devrait être bon. Je partage et tac, voilà, ça devrait pas être mal, ça. On va démarrer au début. Hop, et voilà. Bon, merci beaucoup. Donc là, c'était plus un peu embolie amniotique HPP, donc il y a des liens. Tout à Je fait. vais essayer de vous éclaircir un petit peu cette histoire-là. Bon, on parle toujours de ces diapos-là avec les morts maternelles en France, avec le rapport qu'on sort tous les 3 ans. Juste pour dire que l'embolie amniotique, c'est un peu une spécificité française. Il y en a beaucoup dans les causes de mort, et ça a plutôt tendance à augmenter. Et on ne sait pas encore très bien si c'est parce on les relève mieux, on les recueille mieux, ou si parce que on a des conditions obstétricales qui les génèrent. C'est une pathologie qui est connue depuis longtemps, puisqu'on voit que là, on a des papiers qui datent du début du siècle dernier, et qui découvrent des catastrophes obstétricales, qu'on appelait à l'époque l'obstétric choc ou des choses comme ça, et qui sont finalement assez rapidement rattachées au passage de liquide amniotique dans le, dans le sang maternel. Et ça donne ça, une embolie amniotique sur une feuille d'anesthésie. Vous voyez, il y a des traces de sang, la tension est compliquée, il y a des petits bonus d'adresse, du Novo-7, du pantalon anti-choc, des transfusions massives. Donc, c'est vraiment pour nous un vrai drame. Et les données épidémiologiques, elles sont pas super claires parce qu'en fait, on n'a pas un moyen de diagnostic certain. Une bactérie émise, c'est défini par quelque chose de biologique. Vous un infarctus aussi. Là, c'est compliqué. Et c'est un syndrome, en fait, l'embolie amniotique. C'est un faisceau d'arguments. Et en plus, il y a des intrications avec les formes graves d'HPP. Et quand vous voyez cette étude que j'aime bien citer, japonaise, qui est autopsique, avec toutes les réserves qu'il y a, parce que on sait que l'autopsie, elle aussi, est prise en défaut, dans une série d'autopsies de mort maternelle, ils ont 25% des patients qu'ils attribuent décédés à une embolie amniotique. Et quand ils retournent dans le dossier, ce diagnostic n'est cité que dans 50% des cas. Et quand ils vont voir qu'ont mis les cliniciens, bah, dans la moitié des cas, c'est une CIVD d'origine inconnue. Et dans 30% des cas, c'est un état de choc d'origine inconnue. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment les deux mots-clés du diagnostic. Et pour vous dire que le diagnostic n'est pas si simple, c'est que finalement, quand on reprend des registres et qu'on les montre à des experts, un peu quand on fait au comité de mortalité maternelle, hein, où parfois on redresse des diagnostics, mais on voit que finalement, dans les 2 tiers des cas, les experts sont d'accord sur le fait que ce qui avait été considéré comme une embolie amniotique l'était, mais dans 1 tiers des cas, ils ne sont pas d'accord. Dans 22%, ils sont bien incapables d'expliquer ce qui s'est passé, et dans 21%, ils font un autre diagnostic, et comme par hasard, essentiellement, de l'hémorragie de la délivrance. Évidemment, un peu de choc septique et un peu de complications d'anesthésie. Alors, il y a des critères de définition selon qu'ils soient plutôt américains, plutôt anglais, plutôt européens, plutôt tout ce qu'on veut. C'est toujours un peu basé pareil, hein. Et quand on regarde les critères de Clark, qui sont peut-être les plus connus, ils parlent de la survenue brutale d'un arrêt cardiaque ou d'une hypotension artérielle, d'une décommutation d'une CIVD, arrivant autour de l'expulsion du placenta, sans fièvre. Et il précise que la coagulopathie doit être détectée avant que la quantité de sang perdu soit suffisante pour l'expliquer. Mais en fait, tout est là. Ce qu'il faut retenir, en fait, le problème, c'est d'y penser. Et donc, c'est autour de l'accouchement. Alors, quel que soit l'accouchement, hein, moi, j'ai vu il y a 3, 4 jours un cas autour d'une interruption thérapeutique de grossesse. C'est extrêmement brutal, avec souvent des prodromes, mais quelques minutes avant, puis c'est des prodromes assez peu spécifiques.
Et la symptomatologie, elle est grave dans tous les organes, hein. C'est soit du cardiovasculaire, soit du respiratoire, soit du neurologique, soit de l'hématologique. Et quand là, ça arrive avant l'accouchement, ce qui est le cas à peu près la moitié des cas, parce que souvent la rupture de la poche des os, par exemple, eh ben, il y a des anomalies extrêmement sévères du RCL. Et c'est parfois ça, parfois, qui fait appeler les sages-femmes. Alors, cette embolie amniotique, elle a plusieurs visages. Maintenant, c'est assez bien défini et on finit par avoir en fait deux formes. Il y a une forme qui est plutôt bleue, là, une sorte de collapsus, d'arrêt cardiaque et de choc cardiogénique. Et il y a une forme qui est plutôt de l'hémorragie de la CIPD. Euh, la physiopathologie, elle n'est pas super claire. Et pendant longtemps, les gens sont partis évidemment sur l'obstruction. Sur tous les premiers cas, là, que j'ai montré au tout début de topo, les 8 premières malades, il y avait eu de l'autopsie. Dans l'autopsie, ils avaient montré qu'on retrouvait des bouts de squame fœtal dans le poumon de la maman. Et donc, c'est pour ça que c'était appelé embolie amniotique, d'ailleurs, et considéré que finalement, c'était une sorte d'embolie pulmonaire, mais avec autre chose que des caillots. Et d'ailleurs, même sur des autopsies récentes, on trouve des particules. Vous voyez, un bébé, il peut être couvert de ça sur la peau. On comprend que si tout ça, ça a contaminé le liquide amniotique et que ça part dans la circulation sanguine, ça va faire un truc obstructif. Il y a des cases reports de gens qui ont mis de l'assistance circulatoire, qui ont, au bloc opératoire de chirurgie cardiaque et qui ont thromboaspiré, des trucs comme ça. Donc, l'explication obstructive, elle est très, très vite venue dans le débat. Mais finalement, et en plus, elle est encore authentifiée de temps en temps par des vrais tableaux d'insuffisance cardiaque droite. Vous voyez une écho transthoracique avec un ventricule droit qui est très dilaté et un septum interauriculaire qui est complètement bombé vers le VG, qui prouve que la pression de l'oreillette gauche est très basse, que la pression de l'oreillette droite est très très élevée. Ça, c'est vraiment une sorte d'IVD. En fait, cette hypothèse, elle est battue en brèche parce que quand on prend des modèles animaux, on dit on, c'est pas moi, hein, quand les gens prennent des modèles animaux et qu'ils essaient de recréer une embolie amniotique, c'est très compliqué. Et la plupart du temps, ça marche pas. Vous voyez ici, c'est des singes à qui on injecte du liquide amniotique et en fait, ils vont très bien. Puis là, vous voyez le paramètre le fibrinogen ne baisse pas beaucoup, il se passe pas grand-chose. Et donc, cet auteur, Clark, c'est celui de la classification diagnostique tout à l'heure, il est assez connu dans le milieu de l'embolie amniotique, s'est amusé à reprendre toutes les études animales sur quasiment 100 ans, hein, avec tout. Alors, il y a des chiens, des brebis, des lapins, sous anesthésie générale ou pas sous anesthésie générale, enceinte ou pas enceinte, à qui on injecte son propre liquide ou le liquide d'une autre, filtré, pas filtré, entier, pas utin. On injecte du liquide amniotique de la même espèce ou d'une autre espèce. Enfin, tout est croisé. Et oui, finalement, ce qui est drôle, c'est qu'il faut regarder le retentissement hémodynamique. Bah, parfois c'est oui et parfois c'est non. Et quand vous regardez la coagulopathie, parfois c'est oui, parfois c'est non. Donc en fait, ça ne marche pas à tous les coups. Et puis, vous voyez, cette étude un peu, ce case report un peu ancien, de 14 patientes avec des prééclampsies très sévères et qui avaient accouché avec des cathéters de Swan-Ganz et Forester, comme toujours. Et ils ont fait des prélèvements pendant le travail et après la délivrance et H4 postpartum sur la Swan-Ganz, donc sur le prélèvement de l'artère pulmonaire. Il n'y a évidemment eu aucune embolie amniotique clinique ou biologique. Et par contre, ils ont retrouvé des prélèvements positifs chez 3 patients. Et ce qui fait dire qu'en fait, cette histoire d'embolie amniotique, c'est plus compliqué que le liquide amniotique ne passe jamais dans le sang de la maman, et le jour où il passe, c'est la catastrophe. Et il y a d'autres éléments qui vont contre ça. Ça, c'est de l'hémodynamique. C'est sur des animaux. Et là, vous voyez, c'est la pression artérielle. Bah, quand on recrée un embolie amniotique dans un modèle qui marche, et bah, vous faites monter la pression artérielle. C'est quand même pas le truc auquel on s'est attendu. La pression artérielle pulmonaire monte aussi. Mais vous voyez que le débit cardiaque, en fait, il chute. Et un truc où la pression artérielle monte et le débit cardiaque chute, ça ressemble plus à de l'insuffisance cardiaque euh, gauche que droite. Et d'ailleurs, la pression capillaire pulmonaire augmente. Donc là, on n'a pas du tout un profil de défaillance cardiaque droite pure, comme on pourrait l'imaginer. Et puis voilà, il y a toujours des gens qui font des accidents graves au moment où vous avez un peu de monitorage, et on voit qu'en effet, des paramètres de monitorage hémodynamique invasifs, avec des patientes qui ont fait l'embolie amniotique et qu'on saignait, hein, parce que ça c'est le volume de saignement et ça c'est le remplissage,
ben, elle se trimballe avec des pressions capillaires pulmonaires qui sont très élevées, avec même des ondes vitrales. Donc on voit bien que tout ça, ça va contre l'idée d'une défaillance droite aiguë pure sur un obstacle. À propos de 4 cas, pas beaucoup, quand on refait une courbe de Frank Starling, eh ben, on la trouve dans la dépression ventriculaire gauche. Donc en fait, cette évolution de la compréhension physiopathologique, elle a quitté la partie un peu obstructive pour aller vers une hypothèse beaucoup plus immuno-inflammatoire, façon choc septique. Alors après, c'est probablement des choses intriquées. Il y a une époque, on a parlé pas mal de choc anaphylactoïde en raison de l'insuffisance cardiaque droite quand même sur des résistances vasculaires pulmonaires élevées et de taux de tryptase relativement élevés dans la circulation sanguine. Donc on sait maintenant qu'en fait c'est une activation non allergique des mastocytes pulmonaires. Donc les cellules de l'allergie sont bien appliquées, mais c'est pas un mécanisme IgE, c'est pas une allergie au bébé. Voilà. Il y a aussi des documentations d'effondrement de compléments et des protéines d'inhibition du complément. Et puis évidemment, on va maintenant plus sur un terme qui est un peu à la mode, hein, le rage cytokinique et le rage coagulationnel. Alors il y a un article récent qui résume assez bien ça. Alors ça donne des schémas un peu compliqués, hein, mais vous voyez l'idée, hein, c'est qu'en mettant du liquide amniotique dans le sang, eh ben on envoie des PAMS et des DAMS, hein, voilà, donc des particules qui ne peuvent pas s'y être et qui sont capables d'activer en fait un certain nombre de mécanismes, des mécanismes immuno-inflammatoires avec les monocytes, le complément, mais également des mastocytes, d'où l'histamine, d'où la tryptase. Donc, vous voyez, une quantité considérable de médiateurs et qui explique pas mal de choses, hein, c'est-à-dire les dommages tissulaires, la vasoplégie, la fuite capillaire, l'édème pulmonaire, la vasoconstriction pulmonaire, du bronchospasme, et qu'on se retrouve en fait avec des états de choc qui peuvent être soit cardiogéniques, soit distributifs, et donc une sorte de défaillance multiviscérale. Mais on est très loin, en fait, de l'hémorragie de la délivrance, où on est au départ sur une dame qui a un poumon sain, un cœur sain, des vaisseaux sains, enfin tout est sain, qui saigne beaucoup, et qu'évidemment, si ça saigne beaucoup longtemps et que c'est pas assez bien ranimé, on va arriver au même tableau, mais qu'initialement, on part pas de là. Alors que là, on a l'impression d'une espèce de bombe atomique, qui est qu'avant même que la patiente ait saigné de sans cesser, on est déjà dans un état de défense multiviscérale. C'est vraiment un tableau qui est différent. Et puis pour la partie coagulation, bah pareil, on active la thrombose, la fibrinolyse, on a un mélange de consommation énorme des facteurs avec des problèmes de saignement et en même temps des thrombies pulmonaires qui donnent de l'HTAP, et on se retrouve avec à la fois du choc hémorragique et éventuellement la défaillance cardiaque. Ce sont deux pathologies qui ne sont pas extrêmement faciles à prendre en charge en même temps, hein. Aucune des deux n'est facile, mais alors quand vous avez le choc hémorragique avec un cœur qui est limitant, c'est vraiment très très compliqué. Et donc voilà, alors là il y a encore le terme embolie ou anaphylactoic reaction, mais celui-là vous pouvez un peu l'oublier, et ça on le remplacerait plus maintenant par une espèce de rage cytokinique, avec la partie plutôt cardio-pulmonaire. Ça c'est ce que dans la littérature ils appellent les embolies amniotiques typiques, hein. C'est la dame qui pousse, qui accouche et qui tellement fait une douleur thoracique, convulse, et 5 minutes après elle en arrête. Ça c'est l'embolie amniotique typique, et ça c'est plus l'embolie amniotique CIVD atonie-utérine, qui ressemble à une HPP et qui est une sorte d'HPP très très grande. Et du coup, bah, je vous ressors cette phrase de Benson, qui est un autre gars important dans le milieu de l'embolie amniotique, qui dit en fait, la question qu'on s'est posée pendant très longtemps, c'est pourquoi est-ce que c'est si rare? Et en fait, la question, c'est plutôt pourquoi est-ce que c'est pas plus fréquent? Puisqu'on sait maintenant que des passages de liquide amniotique dans le sang, il y en a, et que la maladie reste quand même extrêmement rare. Et donc ça, c'est vraiment en faveur d'un phénomène immunitaire qui va dépendre probablement du phénotype de la maman et du phénotype du bébé. Alors, on revient à nos deux visages de l'embolie amniotique, avec la forme qui est plutôt sur une forme cardio-respiratoire, et dans les données récentes, celles-là, elles sont en arrêt cardiaque en 30-40 minutes à peu près, et les formes plutôt HPP coagulopathie. D'ailleurs, quand on compare les morts des deux, bah là, l'arrêt cardiaque arrive plus tard, et c'est un arrêt cardiaque qui arrive souvent sur des
des capacités de réanimation qui sont dépassées. C'est que ça saigne tellement qu'en fait, les gens sont complètement débordés et puis parfois, au bout d'une heure et demie, ils finissent en arrêt. Alors que là, on a l'impression que c'est plus de l'arrêt cardiaque d'emblée sur la gravité du phénomène. Alors, euh, j'ai mis une petite image d'échographie et j'ai mis un tube d'hémostase. Parce que c'est vraiment les deux éléments qui sont importants à prendre en compte en cas de catastrophe en salle de travail. Et ça, c'est un réflexe. C'est un réflexe que les anesthésistes ont bien maintenant. Mais si vous êtes réanimateur, appelez renfort, parce que nous, dans nos procédures, dans une clinique ou dans l'hôpital où il y aurait un 6 de garde en mater, puis une réanimation polyvalente, à chaque fois qu'il y a un HPP, on n'appelle pas le réanimateur, hein, parce que sinon, c'est très compliqué. Et par contre, une fois qu'on a compris que c'est une embolie amniotique, notre consigne, c'est vraiment d'appeler tout ce qu'on a sous la main en renfort. Parce qu'une HPP, ça a 99% de chance de se passer bien avec les moyens raisonnables attribués à une salle de travail, alors qu'une embolie amniotique n'a absolument aucune chance d'évoluer correctement avec les moyens attribués à une salle de travail, parce qu'une salle de travail à 2 heures du matin, eh ben, c'est un gynéco, c'est un anesthésiste, pas toujours une IAD, une infirmière, 2 sages-femmes, oui, c'est le personnel qui est absolument réduit. Et donc, nous, quand on a compris que notre HPP ou notre maladie est une embolie amniotique, ben, on va vous appeler. Et en fait, les moyens de prise en charge initiale et de diagnostic initial, ils sont essentiellement liés à l'échographie cardiaque et essentiellement liés à l'hémostase. Sur l'échographie cardiaque, il y a des papiers qui reprennent tous les signes qu'on peut voir à l'écho. Et vous voyez que c'est une petite série, parce que là, il y a 80 études, il y a 84 cas en fait. Hein, donc on comprend bien que ce n'est pas des séries de beaucoup de cas. Et vous voyez qu'il y a tout. C'est intéressant à montrer. Hein, oui, c'est pas de l'IVD tout le temps, parce qu'en fait déjà, alors il y a ça, c'est celles qui ont fait l'arrêt cardiaque, et ça, celles qui l'ont pas fait. Donc, déjà, c'est assez fréquent. Hein. Et deuxièmement, vous voyez que finalement, dans celles qui n'ont pas fait l'arrêt cardiaque, il y a 35% des patients qui n'ont pas de, de, de dysfonction systolique. Ça, c'est probablement les cas HPP, CIVD massive, avec un cœur sain. Et celle-là, il faut se battre, parce que ça va demander des moyens énormes, chirurgicaux et de réanimation hémobiologique et hémodynamique. Mais j'ai envie de dire, tant que la pompe fonctionne, finalement, voilà, et que si on n'a que la volémie à gérer et la vasoplégie, c'est quand même plus facile. Et surtout que ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est rarement des arrêts cardiaques précoces. Donc on a le temps d'avoir des renforts, on a le temps de s'organiser. Il y a évidemment pas mal de défaillances droite, et puis évidemment, il y a aussi de la défaillance gauche et de la défaillance biventriculaire. Alors, il y a un biais là-dedans, hein, c'est qu'évidemment, l'écho-cœur n'est pas forcément fait à la minute, et si la dame est en état de choc depuis 1 heure, on peut imaginer que la défaillance biventriculaire, elle arrive secondairement. En tout cas, retenez que ça peut être une insuffisance cardiaque biventriculaire ou droite ou gauche. Et d'ailleurs, quand on regarde, c'est grave, hein, la partie cardiaque de cette maladie, et quand on regarde des facteurs prédictifs de catastrophe, ça veut dire d'être sous ECMO, d'être décédé ou d'être en arrêt cardiaque, donc on voit bien qu'on est sur les catastrophes cardiologiques, vous voyez que le fait d'avoir une fonction cardiaque normale, évidemment, vous en éloigne, et le fait d'avoir une fonction cardiaque altérée à droite, surtout, vous en rapproche. Bon, il y a évidemment, c'est bien qu'on n'a pas mis beaucoup d'échos sur des gens qui ont des fonctions cardiaques normales. Alors ça, c'était la partie cardiaque. Sur la partie hémostase, c'est l'autre façon de faire le diagnostic rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui, là aussi, arrive bien maintenant dans les salles de travail. C'est qu'il y a une coagulopathie précoce, extrêmement fréquente. L'absence de coagulopathie n'élimine pas absolument l'embolie pulmonaire, parce que rien n'est jamais constant, mais c'est vrai que ce n'est pas un très gros élément en faveur, et qu'inversement, nous, quand on prend des dossiers et qu'on a sur un premier bilan réalisé à 20 minutes de l'HPP un fibrinogène à 0,5, c'est très très en faveur d'un embolie amniotique. Alors les tests classiques, un TP, TCA, fibrinogène, plaquettes et délimère, sont largement suffisants, hein, pour faire le diagnostic d'embolie amniotique. Vous allez retrouver en particulier un fibrinogène effondré. Je rappelle qu'une femme enceinte qui arrive en salle de travail, elle a plutôt un fibrinogène à 5-6 grammes. Donc, et elle a une péri dans le dos, donc elle ne devait pas avoir de retrouve d'hémostase. Et si elle se retrouve 20 minutes après l'accident, alors qu'elle a perçu 15 litres de remplissage avec 0,5 de fibrinogène, c'est la preuve qu'il y a une attaque directe de la coagulation.
voilà un cas ancien d'une patiente qui fait convulsion prolapsus. Elle a 8 grammes d'hémoglobine, elle n'a pas encore été transfusée. Voilà le 8 grammes d'hémoglobine et elle a 0,7 de fibrinogène, des complexes solubles, plus de facteur 5, plus de facteur 2, un TP qui est bas, un TCA qui est allongé, alors que cette dame-là, elle a reçu 500 cc de remplissage. D'accord? Donc ça, c'est absolument typique. Alors, ces tests classiques sont largement suffisants. Leur principal problème, c'est le délai d'obtention des résultats. Voilà. Après, ça dépend de votre structure. Nous, à la RIB, on fait aussi, les neurologues font de l'alerte thrombolyse. Donc, il y a une procédure pour une hémostase en 20 minutes. Donc, nous, on s'est mis dedans. Et donc, c'est vrai que le laboratoire est capable de nous sortir un TP, TCA, fibrinogène, le désimère, plaquette extrêmement rapidement. Enfin, bon, ça marche pas toujours quand même. Et deuxièmement, cette embolie amniotique peut arriver sur une grosseur saine. Il n'y a aucun moyen de la prévoir. Et donc, peut arriver dans n'importe quelle clinique dans laquelle il n'y a pas de laboratoire sur place et sur lequel les tubes traversent la ville en scooter pour être techniqués à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a un intérêt particulier actuellement sur l'hémostase délocalisée. Alors, on a beaucoup de biologie délocalisée, en particulier en réanimation, on a souvent des machines à gaz du sang qui font aussi les lactates, le sodium, le potassium, l'HbCO, etc., etc. On a évidemment le dextro et le MOQ, mais on a maintenant des techniques d'hémostase délocalisée qui sont basées soit sur des tests viscoélastifs, qui font une sorte de représentation graphique de la formation du caillot et de sa destruction, et soit des dosages directement du TP ou du fibrinogène avec des appareils qui sont globalement de plus en plus fiables, de plus en plus petits, de plus en plus faciles à utiliser, et voilà, un peu de moins en moins cher. Je ne pense pas que les données de ces appareils-là, qui sont un peu complexes à comprendre au début, soient supérieures au TP, TCA, fibrinogène, plaquettes. L'intérêt principal, c'est de l'avoir vite. Et donc, en fait, plus vous mettrez du temps plus votre organisation fait que vous n'aurez pas de bilan d'hémostase rapidement, plus c'est intéressant d'avoir ça. Voilà, c'est une machine qui ressemble à ça. J'en ai mis plusieurs pour vous dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et ça donne des courbes qui ressemblent à ça, avec le caillot qui se forme, qui s'élargit et qui se fibrinolise. Et donc, en fonction de ça, en fonction de l'angle, en fonction de l'épaisseur, en fonction de la pente de fibrinolyse, vous pouvez faire un certain nombre de diagnostics. Vous voyez un cas clinique rapide d'arrêt cardiaque pendant le travail, et vous voyez qu'au début, il y a pas de coagulation. Puis il la réanime comme des fous, et petit à petit, vous voyez la coagulation qui réapparaît. Voilà. Ça donne ce genre de courbe. Et voilà une représentation graphique un peu de ce que je vous raconte. Ça, c'est pas une preuve, hein, parce qu'ils ont pris des cas qu'ils ont classés, après ils mettent la biologie, donc ils montrent un peu ce qu'ils veulent. Et c'est un peu comme ça qu'on le voit. Vous voyez, le groupe 1, c'est des patientes qui n'ont pas beaucoup saigné et qui ont un fibrinogène très bas. Ça correspond à des cas qui ont été classés en embolie pulmonaire amniotique classique, c'est-à-dire celle qui fait la douleur thoracique et le choc cardiogénique. Et elle ne saigne pas beaucoup, et pourtant, elle a une hémostase qui est complètement altérée. Le 2, c'est du très gros saignement avec un fibrinogène bas. Ce sont celles-là. Hein. Et ben, il y a en effet quelques HPP très très graves. On finit par consommer leur fibrinogène. Et il y a 6 cas d'embolie amniotique, plutôt dans la forme CUVD. Et puis ce gros paquet de patientes-là, qui a beaucoup saigné aussi, mais avec un fibrinogène qui finalement baisse parce qu'elles arrivent à 5 grammes et ils se retrouvent à 2 grammes, et ben, comme par hasard, on retrouve 73 cas d'HPP graves, c'est les standards. Ça, c'est vraiment la vision qu'on a actuellement de l'hémostase et de l'embolie amniotique. Donc, quand on revient avec notre schéma cardiaque notre schéma, j'ai inversé, notre schéma hématologique, hémorragique et notre schéma cardiologique, en fait, voilà, après une anesthésie, on ouvre des tiroirs, hein, comme les aviateurs. Donc, on a des procédures. Et donc, si une fois que vous avez compris que votre hémorragie de la délivrance est une embolie amniotique, faut ouvrir le tiroir HPP catastrophique et dans lequel il y a plein de trucs. Il y a de la transfusion d'acide, de la noradrénaline, des ratios, du fibrinogène, de la citradextomie, de la chirurgie d'hémostase, d'embolisation, tout ce qu'on peut faire pour arrêter le saignement. Et puis, si par contre, vous êtes plutôt sur cette forme-là, on a un tiroir choc cardiogénique dans lequel il y a de la noradrénaline et de l'exploration hémodynamique rapide, de l'écho, du cathé et l'anticipation de l'arrêt cardiaque. Dans cette forme-là, on a l'impression que si la réanimation suit, en fait, on peut éviter l'arrêt cardiaque. Ici, on comprend bien que, voilà, c'est pas sûr qu'on puisse l'éviter.
Et donc, je vous rassure, on a d'autres tiroirs. On a un tiroir arrêt cardiaque et grossesse, ça c'est un autre topo, et on a un tiroir ECMO. Bon, l'ECMO, je ne vais pas expliquer à des animateurs médicaux ce que c'est l'ECMO, ce serait ridicule, mais c'est une indication. Hein. L'embolie amniotique, comme l'embolie pulmonaire, c'est une indication d'ECMO chez la femme enceinte, avec deux critères. Le critère habituel, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit en mort cérébrale, hein, sinon ça ne sert à rien. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir réglé ça. C'est compliqué de faire tourner une ECMO sur une patiente qui est en choc hémorragique. Donc c'est pour ça que dans cette... Et souvent, les formes sont un peu intriguées. C'est pour ça qu'il faut absolument régler le problème hémorragique. Et au décours, si on a la chance d'avoir une patiente qui ne saigne plus et qui n'a pas encore une fuite capillaire de malade, ben c'est typiquement là qu'en effet, la mise... Parce qu'en fait, ça va récupérer. C'est ça qui est drôle dans le diagnostic, c'est que ça dure quelques heures. Mais s'il n'y a pas de lésion définitive, ça va récupérer. Bon, c'est la dernière diapo. Si vous êtes appelé en renfort, pensez aux histoires de leadership. Les équipes d'anesthésie d'obstétrique, ils sont habitués à gérer de l'urgence parce qu'on en fait beaucoup de l'urgence. Et en particulier, ils sont capables de faire une césarienne en 8 minutes chez une malade qui n'était pas au bloc. Mais par contre, ça, quand ça arrive, ça va forcément être le souk parce qu'ils vont être débordés. Ils vont être débordés et il va forcément y avoir un petit peu de panique. Et le renfort, en plus d'être du renfort, il peut avoir un vrai rôle d'organisation, ce qui est parfois difficile à voir, on le sait bien par le premier médecin sur place. Et donc, il y aura un fort de renfort, il peut y avoir un rôle aussi d'organisation. N'hésitez pas à débriefer ces histoires-là et à rechercher les syndromes de stress post-traumatique chez les survivantes, évidemment, et aussi chez les soignants. Il y a de la littérature aussi là-dessus. Je vous remercie. Merci infiniment, Mathias, pour cette Voilà, présentation. Est-ce qu'il y a des questions pour Mathias? on n'est pas trop tard, donc ça va. Non, tu es parfait, tu es dans les clous. Alors, moi, je vais commencer. Donc, bon, tu as bien expliqué, insisté sur ces deux formes. Tu as dit qu'il y avait évidemment un peu d'overlap. Est-ce que, une fois qu'on a réanimé avec succès l'arrêt cardiaque, est-ce qu'on est à l'abri d'une CIVD massive et de toutes les anomalies que tu as évoquées, ou est-ce qu'il faut quand même s'attendre à l'avoir dans un deuxième temps? Non, non, ouais, on n'est pas à l'abri. La CIVD, elle arrive dans deux cas. Elle peut arriver d'emblée par le mécanisme physiopathologique. Et en effet, si on ne l'a pas, elle peut arriver secondairement en post-arrêt cardiaque, en post-état de choc et tout ça. Bon, c'est une CIVD qui, c'est toujours pareil, si c'est lié à de la grosse défaillance d'organes, c'est embêtant parce que ça veut dire qu'il y a de l'ischémie un peu partout et le pronostic, il va être lié évidemment à la récupération du cœur, mais aussi à la souffrance de tous les organes. Par contre, la CVD initiale, elle est vraiment réversible. Elle est vraiment réversible. C'est comme si vous fibrinolisiez la malade, en fait. Hein. C'est comme si vous faisiez de l'activisme, en fait. Ça va partir. Et en fait, il faut tenir quelques heures. Et c'est pour ça que les hémorragies, les HPP dans la forme CVD hémorragie, qui ont la chance de se produire dans des endroits où il y a du monde, il y a une possibilité de renfort interne parce qu'il y a une AREA, il y a des NC se réveillent, enfin, ils arrivent, voilà. Et il y a une banque du sang. Donc finalement, il y a des moyens humains et des moyens transfusionnels. Et bien souvent ça permet de la matière vivante. Les chirurgiens, alors ça amené avec une hystérectomie, du packing, c'est assez violent. Mais si on arrive à arrêter le saignement, ça va rentrer dans l'ordre. Et c'est vraiment l'objectif d'arrêter le saignement, quitte à être plus agressif que d'habitude. Et deuxièmement, l'objectif, c'est un peu bourrin, c'est de maintenir la pression, le débit cardiaque, la volémie, le TP au-dessus de 50%, le fibrinogène au-dessus de 2, et voilà. Et si on arrive à maintenir ça pendant quelques heures, et ça, c'est vraiment une question de moyens, ça a marché. Ça, c'est quand le cœur est sain. S'il y a la défaillance cardiaque à côté, c'est très compliqué parce qu'elle saigne, vous remplissez, ça passe pas du bon côté, elle se fait très vite très hypoxémique, on se retrouve, enfin, voilà. Mais la CIVD initiale, elle est très dangereuse parce qu'elle crée le choc hémorragique et finalement, elle peut régresser. Ok, Les formes en arrêt cardiaque, c'est plus compliqué. Hein. d'accord. Avant de passer
la parole à Mercé. Il y avait une question de Quentin. Alors, je pense qu'on est un petit peu dans la rareté. Si c'est Et... si le gras livre, Non, c'est la thrombectomie si jamais on a un cœur droit évident. alors là, oui, c'est le non parce que c'est le c'est pas une embolie pulmonaire, c'est qu'en fait c'est pas un gros caillot proximal qu'on peut aspirer. C'est plutôt une espèce de thrombose in situ dans le poumon. Et donc moi, si j'avais un cœur droit, dans un premier temps, si j'ai les moyens, et si on a les moyens de faire une thrombectomie, on doit avoir les moyens, je ferais de l'ECMO. Parce OK. qu'en effet, on va court-circuiter le cœur. Après, il y a quelques cas hein, d'aspiration en chirurgie cardiaque, mais c'est souvent des trucs assez distaux. OK. Voilà. Merci, je te passe la parole. Oui, merci Mathias. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question les embolies amniotiques, effectivement, sévères. Euh, le diagnostic est toujours difficile, mais sur des hémorragies de la délivrance pas très importantes, parfois on se pose vraiment la question Mm. de se dire est-ce qu'il n'y a pas eu une embolie amniotique à Mm. minima qui n'a pas été diagnostiquée? Oh, bah, ça, on pense, oui. Alors, si elle se pas très. Oui, oui, on a. Bien sûr, c'est probablement. On a eu tendance à faire. Il y a 20 ans, c'était une mode de défense, d'ailleurs, médico-légale des gynécologues. C'est que dès qu'ils avaient une hémorragie de la délivrance décédée, dans des temps un peu plus anciens où les capacités de puissance n'étaient pas bonnes, et où en France, on n'avait pas de problème, le but, c'était de convaincre le juge que c'était une embolie amniotique. Et c'était considéré comme une mort inévitable. Vous ne pouviez pas être condamné sur une embolie amniotique. On sait maintenant que la mortalité de l'embolie amniotique, elle est plutôt à 30-40%, c'est encore énorme. Et deuxièmement, inversement, il y a des vieux gynécologues qui disent ah non, mais si tu l'as sauvé, ce n'est pas une embolie amniotique. Donc en fait, on vient de là. Et en fait, on sait maintenant qu'il y a de l'overlap, et il y a de l'overlap en effet, et donc Dans ces c'est cas-là, comment tu difficile fais parce le diagnostic? Comment bah, tu tu n'as pas de confirmes? marqueurs parce que les marqueurs sur lesquels on avait de l'espoir, c'est des marqueurs comme l'IGF-BP1 et tout ça. Et d'abord, il faut faire un dosage quantitatif. Nous, l'étude qu'on avait sortie, c'est dosage quantitatif. La plupart des labos faisaient des dosages qualitatifs. Il y a une étude de Lyon récente qui montre que du coup, c'est un manque de spécificité. Donc là, quand tu trouves, tu es content, tu dis, ben voilà, mais en fait, quand tu trouves de l'IGF-BP1, tu dis que c'est une embolie pulmonaire amniotique parce qu'elle a zéro fibrinogen. Hein. Et en fait, finalement, la présentation clinico-biologique standard, elle permet plus de faire le diagnostic que les marqueurs. Donc, je suis d'accord qu'il y a forcément des zones où est-ce qu'il y avait un peu d'embolie amniotique. Bon, quand l'hémorragie de la délivrance n'est pas grave, on a tendance à pas en faire une embolie amniotique. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des hémorragies de délivrance, c'est des problèmes mécaniques. Et si l'embolie amniotique donne des hémorragies graves, c'est parce qu'elle consomme tout le fibrinogène. Donc, la petite hémorragie de la délivrance, qui n'a pas défibriné, qui n'a pas saigné sur de la coagulopathie, on n'a généralement pas besoin d'aller chercher l'embolie amniotique pour expliquer qu'elle a saigné. Elle a fait une embolie amniotique ou il y a etc. Elle a fait une atonie utérine ou un truc comme ça. Donc, sur les petites HPP, non, on n'y passe pas tellement. C'est plus sur les Est-ce que grosses HPP. tu conseillerais encore le LBA? Ouais, mais pareil, hein, il est pareil. Oui, il faut le faire. Quand elles arrivent intubées, ventilées en réanimation, il faut le faire. Mais c'est pas ça qui vous fera le diagnostic. C'est tentant, mais c'est pas ça qui vous fera le diagnostic. Et vous envoyez à qui les dosages maintenant? Parce que nous, on avait l'habitude de les envoyer à Lyon. Et Bah, ouais, l'IGF-VP1, c'est plus dosé. Elles le font plus, oui. C'est plus dosé. Donc nous, C'est si plus les dosé. patientes sont intubées ventilées, on Oui, préconise de faire le LBA en cas de bon, doute, oui, mais oui. sinon, il ne faut Mais pas. parce que la dame qui s'en sort et qui n'est pas intubée ventilée. Et puis, en plus, le coup de l'embolie, en plus, ça n'a pas tellement de. C'est pas comme un. Oui, c'est pas comme doser une antithrombine 3 pour prouver que la dame, elle a fait l'embolie amniotique, elle a survécu. Vous n'êtes pas du tout sûr qu'elle en fera un coup d'après. Est-ce qu'il faut l'empêcher d'être enceinte une deuxième? Vous voyez, en fait, même, c'est intéressant sur le plan épidémio, mais comme on sait que la napate, elle n'est pas super fiable, moi, j'intuberais pas ou je ferais pas une fibrovigile pour faire un ABA, une pauvre dame qui a survécu l'embolie amniotique. Mais bon, ça, c'est juste un avis personnel.
Non, mais moi, j'ai la même conduite à tenir, c'est-à-dire j'intuberai pas ou je ferai pas un LBA ou prendre le risque de décompenser la patiente sur le plan Ouais. respiratoire pour un diagnostic. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mathias? Peut-être une toute petite dernière. Donc, tu as évoqué la noradrénaline comme catécholamine en première intention, mais tu as aussi dit que dans ces formes purement ou essentiellement hémodynamiques, il y a quand même un cœur et un cœur gauche finalement qui est un petit peu au tapis. Est-ce que voilà, tu préconises, encore une fois, j'imagine qu'il y a pas d'études, il n'y a pas assez de cas pour faire une étude, et encore moins une étude randomisée, mais est-ce que tu préconiserais peut-être un switch ou une association? Quel est ton avis là-dessus? Bah, nous, on met assez facilement la noradrénaline en première situation parce que là, il y a un petit coup de ça, c'est un chouïa inotrope quand même, hein, Oui, c'est pas de la néosynéphrine, hein, c'est pas de l'alpha pur quand même. Et deuxièmement, ça permet de récupérer une pression coronaire, une pression artérielle. Après, si on est en effet avec une situation qui est dramatique et avec une fonction cardiaque qui à l'écho est vraiment catastrophique avec des pressions de remplissage élevées, en effet, c'est un choc cardiogénique. Les inotropes, il n'y a pas de niveau de preuve dans cette histoire-là, évidemment, mais avec les inotropes, c'est pareil, quand on fait les gens, les inotropes sont mesurés. Voilà. Maintenant, je pense que si on en est à mettre des inotropes, c'est-à-dire de la dobutamine, c'est une indication d'ECMO, en fait. Hein. C'est qu'en fait, c'est un pont. On va forcer le cœur à pomper. Euh, or, il n'y arrive pas. C'est des cœurs. Enfin, les inotropes, ça marche pas très bien. Parce que, en fait, le cœur, il sait qu'il faut pomper. Et en fouettant un cœur à coup de bêta de plus, euh, souvent, ça marche pas très bien. Donc, moi, je comprends qu'on rajoute de la dobutamine pour essayer de maintenir des expériments à débit cardiaque. Attention, c'est vasodilatateurs. Et deuxièmement, si on en est là, ça veut dire que c'est le temps d'aller à l'ECMO, quoi. bah, je trouve que c'est la meilleure réponse, hein. Je crois que je suis assez Voilà. d'accord avec toi. Je crois que c'est vraiment l'indication à ce moment-là que, alors, comme tu dis, il y a peut-être le pont jusqu'à Ouais, on va gagner un peu de débit, quoi. la Voilà, mais cannulation, mais on est bien ça va d'accord. pas marcher. Et elle au risque d'avoir une tachycardie énorme. Enfin, Ouais. voilà. Super. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, Mathias, il nous reste à te remercier infiniment de cette Joyeuses fêtes à présentation. tous.